Le prochain intervenant est Baptiste Godefroy, maître de conférence en histoire moderne à l'Université Paris-Nanterre, membre de l'Esclavage des Américains. Il travaille initialement sur donc, la fabrique de la domination sociale en milieu urbain caribéen, puisque sa thèse a porté sur les miliciens de couleur dans les villes espagnoles, françaises et britanniques de la Caraïbe, et qui va être bientôt publié aux presses universitaires de Rennes en mai, c'est ça, j'étais plus sûre du mois, au mois de mai. Plus récemment, il s'intéresse plus spécifiquement aux liens entretenus par les livres de couleur religieux, notamment à la question de l'ordination, c'est ce dont il va parler aujourd'hui, avec sa communication centrée sur l'accès des livres de couleur à la prêtrise dans les mondes ibériques au XVIe et XVIIIe siècle. Je remets mon compteur à zéro et c'est bon. Merci beaucoup Virginie. Donc je suis ravi de pouvoir vous présenter les balbutiements toute nouvelle recherche qui porte sur en effet les rapports de livres de couleur aux faits religieux dans la Caraïbe, en regardant ce que je faisais sur les livres, en comparant les milieux anglophones, francophones, hispanophones, un peu sur lusophone, parce qu'en particulier sur la question d'accès à la prêtrise, pas ailleurs. Et puis donc de comparer les mondes américains catholiques et protestants. Et l'un des axes de cette recherche porte sur les prêtres et les pasteurs de couleur dans le monde atlantique. Donc, à la croisée de l'histoire sociale et coloniale et de l'histoire religieuse, ce projet il interroge l'accès des notables de couleur à la prêtrise. C'est la question que je vais poser aujourd'hui. Les liens entre sacerdoce, couleur, mobilité sociale, et puis les théologies particulières qui ont été développées par des prêtres pasteurs de couleur. Alors, très brièvement, sur la question de l'accès des notables de couleur à la prêtrise, je vais me concentrer sur les mondes ibériques aujourd'hui. Il y a de toute manière une antériorité ibérique sur ce point, clairement, c'est-à-dire que dans le monde britannique, il faut attendre 1782 pour voir un premier pasteur de couleur à la Jamaïque, George Libb, qui est un pasteur baptiste en plus, donc un esclave qui est né en Virginie, qui a rejoint la Jamaïque à la suite de la fin de la guerre d'indépendance américaine. Et puis, il y a des cas exceptionnels dans le monde néerlandais ou danois, je pense au cas le cas de Christian Potten, né dans la côte de l'Or danoise, donc plus généralement les frères Moraves, notamment dans la deuxième moitié du XVIIIe, vont ordonner quelques prêtres de couleur dans la Nancy danoise. Et puis le cas de Jacobus Capitaine, Côte de l'Or néerlandaise, en 1742. Et c'est des cas tout à fait exceptionnels. Dans l'Empire français, il n'y a pas d'ordination de prêtre de couleur avant 1840. Donc autant dire qu'il y a vraiment une antériorité ibérique sur ce point, à la fois empire portugais, empire espagnol, qui justifie le fait que nous nous concentrons aujourd'hui sur ces mondes. Alors cette question, elle invite à définir précisément en situation le rapport des sociétés catholiques à la macule de la couleur et à celle de l'esclavage, qui fait l'objet de ces 2 journées d'études. Alors un tout petit point rapidement sur l'historiographie, je ne vais pas vous donner des listes puisque contrairement à Antonio qui a une base de données absolument gigantesque à étudier, à analyser, moi pour l'instant je n'ai pas grand chose puisque c'est une toute nouvelle recherche et pour l'instant j'ai essentiellement la bibliographie puis ce que j'ai pu voir dans mes recherches précédentes qui m'ont amené aussi à me poser toutes ces questions. Alors l'accès des gens de couleur libre à la prêtrise dans les sociétés coloniales de l'époque moderne, nous place à l'intersection de 2 champs d'études très dynamiques ces dernières années. Le premier réunit des historiens du religieux qui se sont intéressés à la place des appartenances religieuses dans la fabrique des empires, d'une part, dans les phénomènes d'intégration et de mobilité sociale, d'autre part. Et puis, le second champ d'études, c'est celui qui a mis en lumière, depuis l'histoire sociale, l'essor d'élites coloniales secondes, et parmi celles-ci, des élites de couleur, des notables réputés noirs ou mulâtres dans ces sociétés coloniales américaines. Pas américaines, également. Alors, le phénomène,
la question des prêtres de couleur, elle a été assez bien étudiée et depuis assez longtemps dans le cadre de l'Empire portugais. D'abord pour l'Asie et l'Afrique, avec des spécialistes de l'évangélisation, Louis Jadin, dès 1964, Boxer, etc. Au Brésil, c'est un peu moins récent, et ce sont des spécialistes d'histoire urbaine, d'histoire sociale, qui s'intéressent à la mobilité sociale, et qui ont travaillé presque tous à partir des mêmes fonds d'archives, qui sont en fait les dossiers d'habilitation sacerdotale qu'on retrouve dans les archives diocésaines, et pour lequel on a, j'y reviendrai, des enquêtes généalogiques dégénérées, et puis parfois des dispenses de couleurs. Donc ça a été travaillé pour le Minas Gerais, pour Maranhão et plus récemment pour Rio, avec les travaux de Machado de Oliveira sur les prêtres de couleur à Rio. Et ce Machado de Oliveira, c'est le premier à avoir fait vraiment des prêtres de couleur un objet à part entière de recherche, avec une étude systématique des dossiers d'habilitation sacerdotale. Alors, ce que dit l'historiographie sur les mondes portugais, c'est que globalement, l'accès à la prêtrise pour les gens de couleur, il a été beaucoup plus fréquent et beaucoup plus facile en Afrique et en Asie qu'au Brésil, malgré le fait qu'on retrouve toujours des critiques récurrentes sur la conduite morale de ces prêtres, etc., dès le XVIe siècle. Alors, ça s'explique, l'historiographie l'explique, par des contextes socio-démographiques différents, par également la question du centre-périphérie, la question de la distance, de la distance au centre. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même d'autres éléments qui permettent d'expliquer ce constat. Il y a aussi le fait que les spécialistes de l'Afrique et de l'Asie qui ont posé ce constat assez tôt, ils se reposaient sur une historiographie au Brésil qui encore sous-estimait largement le phénomène de l'accès libre de couleur à la prêtrise. Encore en 2005, Russell Mills, il décrivait que l'Église du Brésil est fermée aux gens de couleur, définitivement. Alors, c'est des historiens qui s'appuyaient sur des archives normatives, principalement, en étudiant les interdictions dans le droit impérial, dans les droits diocésains particuliers. Évidemment, on sait tous ici qu'il y a une distance importante, qui peut être importante entre la norme et la pratique. Et au contraire, même, j'aurais tendance à dire qu'au Brésil, les interdictions, en tout cas ces normes, elles représentent bien souvent un aveu d'échec des élites traditionnelles face à l'émergence des livres de couleur et à l'accès de livres de couleur à la prêtrise qui se poursuit malgré les interdictions, par la négociation ou par le moyen de dispense. Alors, autre chose, c'est que la comparaison elle est complexe entre Brésil et sociétés africaines ou asiatiques, tout simplement parce que il y a quand même des différences fondamentales entre des sociétés qui seraient des sociétés coloniales à proprement parler, sur un continuum, mais qui seraient des terres de mission. Voilà, avec des enjeux qui sont différents. Donc, il y a dans le cas des terres de mission un pragmatisme qui est lié à l'évangélisation, le besoin d'individus tout simplement qui puissent servir d'intermédiaires culturels, d'interprètes, avec très rapidement l'envoi de Japonais en Chine, l'envoi d'Indiens de Goa en Afrique orientale, etc., qui est utilisé. Alors, pour l'Empire espagnol, l'intérêt, il a surtout porté dans un premier temps sur l'organisation des Indiens et des Métis. C'est des travaux que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, très centrés sur des archives normatives, très centrés sur la Nouvelle-Espagne, depuis les années 2000 un peu sur les Andes et la Nouvelle-Grenade, et puis le travail de Ménégus et Aguirre, qui est un peu moins centré sur les archives normatives et qui est très important. Sur les livres de couleur, sur les mulâtres et les noirs, très peu de travaux, très peu de choses. Il y a uniquement des travaux sur Santo Domingo, qui a été analysé en fait comme un terrain exceptionnel où la couleur n'a jamais été vraiment une barrière pour le sacerdoce. Même le roi de Saint-Méry, à la fin du XVIIIe, il raconte ça. Et puis il y a quelques cas néo-hispaniques qui ont été étudiés de manière très ponctuelle. Alors en tout cas, un premier sondage assez rapide dans un certain nombre de fonds d'archives m'ont permis de repérer quand même qu'il y avait des prêtres de couleur au Guatemala, à Porto Rico, Venezuela, Nouvelle-Grenade, Cuba, Pérou, aux Canaries, 17e, 18e, donc quand même voilà, un phénomène qui a l'air d'être important, sachant que le seul historien qui a étudié, comme je l'ai dit de façon systématique, les dossiers d'habilitation, c'est Machado de Oliveira. Il a repéré pour Rio, seulement entre 1702 et 1745, 39 prêtres noirs et mulâtres ordonnés, dont 27 auprès de Mitterrand. Et donc pour les autres 1000.
Et cela ne concerne donc que ceux qui y parviennent grâce à la dispense de couleurs, alors que d'autres obtiennent, il le dit bien, hein, par leur position sociale ou celle de leur famille, parviennent à obtenir tout ça sans qu'on procède aux enquêtes généalogiques, aux fameuses enquêtes généalogiques. Bon, tout ça pour dire que l'ordination des prêtres de couleur, j'ai quand même le sentiment que c'est un phénomène qui est largement sous-évalué par l'historiographie pour les Amériques ibériques et en particulier pour l'Amérique espagnole, notamment pour les 17e et 18e siècles. Alors, je passe parce que. Ça, je passe. Voilà, je vais procéder en deux temps, hein, je vais parler de choses très normatives en accès à la prêtrise définie par le droit canon, droit royal et droit des diocèses. Et puis ensuite, je vais poser des questions un peu plus concrètes sur les stratégies des notables de couleur. Alors, dans le droit canon, ça c'est des choses que ceux qui ont parlé de la Bacardis connaissent bien. Il y a une irrégularité de défaut hein, que vous avez mis ici. Donc, il y a le défaut de douceur, avoir tué ou mutilé de ses mains, significationniste qui concerne la bigamie, le défaut de légitimité, défaut de liberté, défaut d'âge, défaut corporel, qui concerne tous ceux qui ne peuvent exercer le sacerdoce sans provoquer l'horreur, l'offense, le scandale, et puis le défaut de bonne réputation hein, qui concerne, en général, pour les comédiens. Ces défauts, ils impliquent un triple empêchement, c'est l'empêchement de recevoir les ordres, c'est l'empêchement de les exercer, et c'est l'empêchement de recevoir des bénéfices ecclésiastiques. Alors, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas d'empêchement canonique lié à la couleur des individus. À moins qu'on considère la couleur comme un défaut corporel, ou comme un défaut de bonne réputation, mais aucune exégèse va vraiment dans ce sens. Et d'ailleurs, hein, dès 1518, hein, date importante, puisqu'il y a c'est à la fois la date du bref de Léon X qui autorise. J'ai très mal mes slides. Le bref de Léon X qui autorise le chapelain royal à Lisbonne d'ordonner les Éthiopiens, les Indiens et les Africains qui atteignent les critères moraux et intellectuels qui exigent la maîtrise. Et la même année, c'est l'ordination d'homme américain, le fils du roi du Congo Alfonso Ier, éduqué à Lisbonne, ordonné évêque du titre par le pape, à la demande donc, du roi du Portugal. Et puis, 1566, je vous ai mis bref de Pie V qui autorise les évêques des Indes à dispenser une légitimité pour l'ordination des prêtres, et qui vise clairement en réalité à constituer un clergé métis hein, face au sous-encadrement chronique religieux aux Amériques. 1576, à nouveau, la bulle de Grégoire XIII, hein, qui permet aux Indiens et aux métis d'accéder aux ordres sacerdotaux contre la volonté du Conseil des Indes par ailleurs, et qui va permettre également aux évêques américains de dispenser leurs diocésains de tout empêchement sacramentel, sauf homicide involontaire et bigamie. Alors du coup, en l'absence d'empêchement lié à la couleur du droit canon, le système de dispense il met l'historien face aux contradictions du clergé colonial et face à la pluralité des contextes qui vont faire intervenir des rapports de force à la fois locaux, diocésains et impériaux. Donc je passe tout de suite sur le droit royal. Alors je vais aller assez vite en fait. Hein. Le droit royal, là je vous ai mis l'exemple du cas des métis pour vous montrer comment, voilà, interdiction, enfin c'est toujours la même chose, interdiction, puis ensuite on autorise, et bon. Tout ça pour vous dire que en fait, les textes normatifs ici ne disent pas grand-chose hein, sur l'accès des gens de couleur ou des métis indiens à la prêtrise. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre, d'un côté, un besoin d'évangélisation, d'encadrement religieux, et en même temps, il y a l'empêchement qui est lié à l'illégitimité, hein, qui concerne une grande partie des personnes de couleur qui veulent revendiquer l'accès à la prêtrise. Et on permet donc aux évêques de dispenser. Mais on les met en garde en même temps sur le besoin d'avoir un clergé qui soit quand même instruit, respectable, respecté. Alors les historiens, ils ont mis en avant une première période de grande ouverture qui se poursuit, une sorte d'idéalisme qui se poursuit ensuite de manière très pragmatique, plus ou moins longtemps, en lien avec le manque de prêtres, de missionnaires, d'interprètes. Et puis il y a un durcissement, du moins normatif, qui est identifié dès la seconde moitié du XVIe pour l'Empire portugais, dès la seconde moitié du XVIIe pour l'Empire espagnol, un peu avant en Nouvelle-Espagne. Et puis à nouveau une ouverture à partir du XVIIIe et en particulier la deuxième moitié du XVIIIe. Alors j'ai tendance à penser que c'est un peu plus compliqué parce que ça c'est des grandes tendances évaluées à partir de textes normatifs.
et qu'on a en fait une grande pluralité des contextes à l'échelle diocésaine et à l'échelle locale, car de fait, ce sont les évêques qui ordonnent et ce sont les évêques qui délivrent les dispenses, dans les cas, ou qui enregistrent les dispenses qui ont été accordées à Rome. Alors je passe au droit diocésain. Bon, je vous ai mis ici l'exemple de Mexico. Droit diocésain, c'est pareil. Hein, à Mexico, les consuls, ils autorisent, puis ils interdisent, puis ils autorisent à nouveau au moins dans le siècle. Même chose à Lima, on interdit en 1567, on autorise en 1582. On retrouve ponctuellement des interdictions diocésaines contre le noir et les mulâtres dans le diocèse de Cuba, 1684, celui de Salvador de Bahia, 1707. Voilà, donc toujours pareil, cette distance en pratique. Les interdictions ne disent pas grand-chose des ordinations de livres de couleur, sinon que les élites traditionnelles ont beaucoup de peine à les empêcher. D'ailleurs, Saez Alamo, il a montré pour Santo Domingo qu'on n'a jamais ordonné autant de noirs et de mulâtres qu'après l'interdiction de Cézanne de 1622. Bon. Ce qui m'a intéressé dans ces interdictions, c'est à l'échelle royale ou diocésaine, c'est plutôt les motifs qui sont invoqués. Alors, l'incapacité intellectuelle ou religieuse en lien avec la proximité au paganisme, à l'esclavage, néoconverti dont on a beaucoup parlé depuis hier. Pour les métis mulâtres, la question de la vacardise, évidemment, qui intervient et qui est résolue en partie par la faculté précoce des évêques pour dispenser l'illégitimité. Et puis ce qui revient le plus, en fait, c'est la question du scandale. C'est-à-dire qu'on ne les respectera pas. On ne les respectera pas, le scandale va empêcher un sacerdoce actif, alors c'est ce qu'on retrouve dans l'interdiction de Mexico en 1555 au niveau du diocèse. Pareil à Santo Domingo en 1622, je cite, car de là, comme le montre l'expérience et les cas concrets, naissent les scandales et le mépris de l'Église. Même chose à Cuba en 1684, à cause de l'indécence du scandale, à moins qu'il y ait bien sûr des dispenses du siège apostolique et que leur vertu et lettres soient voulues. Alors, je passe à la partie qui m'intéresse le plus, les stratégies globales de couleur. L'habilitation sacerdotale, ça se compose, on parle beaucoup des enquêtes généalogiques, générées, avec présentation d'actes paroissiaux et témoignages, toujours la question de la réputation qui intervient. Mais on parle moins des enquêtes de vie et coutumes, quitta et c'est surtout l'enquête patrimoniale, qui est essentielle, et en effet, pour montrer la viabilité économique de l'ordination, on est ordonné au titre de son patrimoine ou au titre de sa chapellenie. Et la plupart, presque tous, en fait, les livres de couleur sont systématiquement ordonnés au titre d'une chapellenie. Alors, les chapellenies, elles fonctionnent comme un censo, c'est-à-dire comme une rente perpétuelle qui provient en général de biens immobiliers mis en location, mais dans lequel le bénéficiaire de la rente est un chapelain chargé de lire des messes pour les âmes du fondateur de la chapellenie et de sa famille. Et bien souvent, le chapelain, c'est lui-même un membre de la famille, donc la chapellenie. On l'appelle souvent le majorat du pauvre, je pense à dire que c'est quand même plutôt les classes moyennes que les pauvres, mais ça permet de sortir une partie du patrimoine de l'héritage qui, dans les mondes ibériques, est supposé être partagé de manière plus ou moins égalitaire. Alors ces chapellenies, on voit bien qu'ils ont des enjeux dévotionnels, des enjeux patrimoniaux, et en même temps ils confèrent, et en même temps elles sont centrales dans les stratégies des officiers de couleur que je croise pour préparer le terrain d'une éventuelle ordination de leurs descendants. Alors, j'ai surtout vu ça à Santiago de Guatemala, et dans le troisième tiers du XVIIe, pardon, je remarquais que tous les officiers de milice des compagnies de couleur de Santiago de Guatemala se mettaient à créer des petites chapellenies entre 1000 et 300 pesos de capital, petite moyenne chapellenie, en vue d'ordonner un descendant. Le capitaine José de Dueñas, il en crée en 1675, il en crée 2 chapellenies pour que son fils unique, qui a 4 ans, puisse devenir prêtre. Donc on voit bien qu'il y a une projection à long terme, il faut être sûr de pouvoir obtenir une dispense par la suite. En fait, son fils se mariera en 1689, il ne deviendra pas prêtre. Les messes étaient dites en attendant par le demi-frère de sa femme, qui se trouve être le recteur du collège séminaire de Santiago de Guatemala. Ça fait sans doute aider pour pouvoir s'assurer l'accès à la prêtrise dans ce cas. Un autre, le capitaine mulâtre José de Ureña, il crée une chapellenie en 1684. Lui, il n'a pas de garçon, mais il l'a créé pour qu'un descendant,
un potentiel descendant un jour puisse devenir prêtre s'il en a envie. Et puis l'exemple un peu plus significatif, c'est celui-là, celui de Cristóbal de Melo, un capitaine de l'art. C'est un maître marketeur, qui a réalisé, qui est connu des historiens de l'art, spécialiste du Guatemala, qui a réalisé de nombreux retables à la fin du XVIIe. Et dans son testament, en 1686, il déclare avoir donné procuration au frère Rodrigo de la Cruz de l'hôpital de Belém. Alors, c'est l'ordre des frères de Bethléem, qui est le premier ordre américain qui a été fondé à Santiago de Guatemala en 1658. Et le frère Rodrigo, c'est l'un des fondateurs, c'est un personnage tout à fait important, qui à ce moment-là va régulièrement à Rome pour essayer d'obtenir l'autorisation pontificale de l'ordre. Donc, au frère Rodrigo de la Cruz, pour qu'une fois à Rome, il demande une dispense pour que mon fils Antonio devienne membre de l'Église, s'il s'y applique et si Dieu le veut, et j'accepte de le faire en donnant 50 pesos pour cela. Donc en fait, Cristóbal, il avait noué des liens très forts avec les religieux de l'hôpital, en particulier avec le frère Rodrigo de la Cruz, puisqu'il avait financé et construit dans l'église une nouvelle chapelle dédiée à Nuestra Señora de Guadalupe, avec un autel, un retable, et il a constitué une rente perpétuelle pour célébrer tous les 8 septembre une messe en l'honneur de cette Notre-Dame de Guadalupe. Voilà. Donc le recours, ça m'a interrogé parce que le recours à la pénitencerie, en fait, ici, depuis Santiago de Guatemala, pour obtenir un bref apostolique de dispense, c'est un contournement dans le cadre américain de la faculté des évêques de dispenser. Donc on a deux possibilités, passer par les évêques ou passer directement par Rome, sachant que quand on passe par Rome, ensuite on passe par Séville, puisque le Conseil des Indes est censé enregistrer au préalable, en lien avec le patronage royal, la dispense, le bref apostolique. Bon, Angel López Cantos, qui a travaillé sur le corsaire mulâtre Miguel Enriquez au début du XVIIIe, il montre également qu'il fonde une chapelle en 1722 pour que son fils devienne prêtre, et son fils devient prêtre la même année, et l'évêque est un ami personnel de ce corsaire mulâtre. Une de ses filles deviendra également Carmélite des Chaussées. Donc voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Parce que autant dans le cadre de Melo que de Miguel Enriquez, il y a toujours la question du réseau qui intervient, qui est centrale, et que montre déjà Machado de Oliveira pour le Brésil, qui montre la même chose que ce que Silvia Estel-Bondin a montré sur les notaires de Panama. C'est-à-dire, quand on étudie, quand on se pose la question de savoir pourquoi on a plusieurs candidats à la prêtrise, ou pour Panama à l'office de notaire, et qu'on a des gens qui sont, on va refuser au nom de leur couleur, et d'autres qu'on va accepter malgré leur couleur. Et en fait, quand on étudie les cas, la différence, c'est clair, c'est une différence de capital économique et de capital social, dans tous les cas. Et Machado le montre très bien pour Rio, les candidats qui obtiennent les dispenses, c'est ceux qui sont soutenus par une famille ou un réseau influent qui peuvent mobiliser des moyens économiques conséquents. Il cite le cas de Francisco da Costa, un fils naturel d'un vicaire créole et d'une africaine, qui obtient la dispense malgré la proximité de l'esclavage. C'est un très très gros héritier qui a beaucoup d'argent et beaucoup de biens immobiliers. Et non seulement il obtient la dispense, mais en fait il va avoir une très belle carrière ecclésiastique avec des bénéfices importants, parce que c'est ça aussi la question, c'est ce qui se passe derrière. Et notamment il va pouvoir avoir des paroisses urbaines qui sont rentables et qui sont très sollicitées. Donc voilà, donc le réseau il va jouer en fait au moment de la dispense et puis il va jouer pendant toute la carrière ecclésiastique. Donc la carrière ecclésiastique c'est quand même un bon moyen de reproduction sociale pour à la fois les enfants illégitimes des élites blanches, mais également, et ça c'est un peu moins travaillé par Machado parce qu'il a moins de cas, pour les notables de couleur, qui n'ont pas le problème de l'illégitimité, qui ont des enfants légitimes. Sachant que la carrière, l'entrée dans les ordres, ça efface presque la couleur. On ne retrouve plus jamais la question de la couleur pour des gens qui sont devenus prêtres. Alors, les procédures de générer les enquêtes généalogiques, elles sont différentes selon si le candidat, et là ça rejoint ce que disait Antonio, sont natifs du diocèse ou non. C'est-à-dire que pour les externes, l'enquête généalogique, souvent elle est assez peu poussée en réalité par manque de moyens, et là, la mobilité géographique devient, la distance, comme souvent aux Indes, un moyen de mobilité sociale. Et en même temps, pour les gens qui sont du diocèse, eh bien, souvent il n'y a pas d'enquête généalogique, parce que tout simplement, si la réputation suffit, il n'y a pas besoin d'enquête généalogique. Donc, Bialta, par exemple, au Brésil, a montré pour le Minas Gerais, sur 113 enquêtes, qu'elles correspondent à 10% des pétitions. Donc, on a énormément de stratégies de contournement en réalité, omission de documents, ordination dans des diocèses réputés moins regardants, mobilité pour contourner les effets de la réputation locale,
intervention d'intermédiaires bienveillants, etc. Dans certains cas, on demande même pas de dispense, hein, alors même que tout le monde connaît l'ascendant du candidat, car sa position sociale fait que la question de la couleur se pose pas, ou peu, ou moins en tout cas que pour d'autres. Donc cette dispense nord-pratique, hein, elle est à mettre en lien avec chaque contexte local, bien sûr, la question du réseau, est-ce qu'il y a un sous-encadrement religieux ou pas, le degré du métissage des élites locales, la faible rigueur des enquêteurs, etc. Il me reste un petit peu de temps, quoi. Il reste 2 minutes. Alors, je vais passer sur cet exemple. Je vais respecter le temps. Non, pour vous dire que du coup, je vais conclure en disant que cette présentation, vous l'avez compris, elle est programmatique. L'idée dans les prochains mois, c'est de croiser une documentation prosopographique sur les notables de couleur de plusieurs villes américaines, pour lesquelles je dispose déjà de beaucoup de choses, avec les fonds de dispense qui sont conservés dans les archives de Césaire, mais également les fonds de dispense accordés par la pénitentiaire et qui sont conservés aux archives des Indes via ce système du passé, hein, de l'enregistrement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces fonds qui se trouvent aujourd'hui à Séville, non seulement on a la dispense, mais on a tout le débat pour savoir à chaque fois si on accorde ou pas l'enregistrement. Donc là, il y a quand même quelque chose de très qualitatif qui va me permettre d'avoir une approche impériale, de repérer en fait des prêtres de couleur ou des candidats à la prêtrise dans des espaces dilatés de l'Empire. Alors, le problème, c'est que voilà, il faut absolument. Ça ne permet d'identifier que des candidats qui passent par un système de la dispense. Et ça ne permet pas non plus de travailler sur tous ceux qui n'arrivent même pas à ce stade-là, c'est-à-dire des stratégies, comme je l'ai vu pour Santiago Guatemala. Donc, on crée une chapelle, on s'imagine qu'on va pouvoir mettre son enfant va pouvoir devenir prêtre, et puis en fait, on n'y arrive jamais. Donc l'idée, c'est de croiser voilà, cette étude un peu plus par le bas, à partir des archives notariées, mais aussi à partir des livres de Chapelny, hein, tout simplement, pour repérer ces stratégies, et en même temps le croiser avec le cas des dispenses à une échelle qui serait un peu plus vaste. Voilà. Voilà. Bon, bah, je termine sur ça.